Je parle beaucoup d'intelligence artificielle avec les gens. J'ai ce genre de conversation anxiogène un peu partout, en fait. En forêt, à la plage, partout. Et il apparaît que ce qu'ils en savent, les gens, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent, vient beaucoup des médias dominants. Et comme le discours y est très formaté, très étriqué, il induit une vision appauvrie de l'IA. Et surtout, et c'est le pire, des possibles scénarios qui en découlent. Le phénomène est si étendu qu'on peut l'assimiler à une forme de désinformation massive, permanente, et menée entre autres par nos amis journalistes. Bon alors, très involontairement, j'en suis sûr, ils ne le font pas exprès, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs contraintes commerciales et avec leur faible compréhension du sujet. Bon, il n'y a là, j'ose le croire, rien de prémédité ou de moralement condamnable. C'est de la désinformation mignonne, on n'est pas en Russie. Bon, cela dit, la soupe produite n'en est pas moins nocive. Au point que dissuader mes semblables de la vallée d'un trait me paraît salutaire. Je vais donc m'atteler, pendant le quart d'heure qui suit, à en analyser les ingrédients, à vous expliquer pourquoi le discours médiatique est aussi pauvre, biaisé et dangereux, et à démentir une sélection de contre-vérités balourdes qui y sont régulièrement assénées. Allons-y, c'est Choc Sceptique, épisode 1, consacré entièrement à l'intelligence artificielle. L'IA, le dernier jouet de l'humanité, le doudou loquace qui vit dans nos poches, la dame qui sait tout mais qui ne ressent rien, l'IA, la boîte de Pandore à peine entr'ouverte, qui nous réserve plus de surprises que ne le disent la plupart des savants. Écoutez bien ces quelques mots. چرا نگران سیبیلت هستی وقتی میخوان سرتو ببرن؟ C'est un proverbe aiguisé qui s'applique parfaitement à la situation présente. Il résume l'ampleur de l'erreur, l'ampleur du danger. Alors, je vous le traduis dans un moment. La langue, celle des chats persans. Ces bestioles futées se le transmettent de matou en chaton depuis des générations. Et c'est ainsi qu'ils enseignent la prudence, la gestion du risque, c'est ainsi qu'ils gèrent les priorités et hiérarchisent les craintes. C'est une condition essentielle à la survie, ça, hiérarchiser les craintes. Pour nous y aider, nous les humains, nous avons les experts. Et on en a des tripotés d'experts qui se tripotent et se succèdent dans les médias en flot continu d'olibrius crédibles, bardés de diplômes et de références, et venus le plus souvent pour nous servir une version présentable des faits, une version digeste et télégénique de l'IA. Bon, hélas, cette version a les défauts de ses auteurs, et notamment ces trois-là. 1. Un immense excès de confiance en soi. 2. Un court-termisme calamiteux. 3. Un consternant manque de créativité. Telles sont les mamelles de la désinformation mignonne qui sévit sur les ondes. Ceux qui, hélas, s'entêtent à les téter à la télé, se nourrissent d'un mélange d'arrogance, de myopie et de stérilité. Le tout mérite bien qu'on le nomme et qu'on le désarçonne. Mais s'il vous plaît, sans colère, avec indulgence. Ne leur jette pas la pierre, Pierre, à tous ces experts. Chacun de leurs défauts est pardonnable. 1. L'immense excès de confiance en soi. Bah oui, on ne base pas son plan de carrière sur l'humilité. Cette confiance en soi, réelle ou simulée, est avant tout une nécessité professionnelle, un outil d'autopromotion. On ne passe pas le micro à ceux qui confessent leur ignorance. Sur un plateau télé, cela casserait l'ambiance. Les journalistes préfèrent inviter un monsieur « je sais tout » ou une madame « je suis pas n'importe qui ». Il faut douter de rien pour s'imposer. Les places sont chères sur les plateaux télé. Cette attitude peut aussi être une conséquence du syndrome du douanier, décrit par Fernand Reynaud, célèbre humoriste du XXe siècle, dans son sketch Le Douanier, dans lequel un type pas très futé justifie un discours débile en répétant « Je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier ». Oui, mes cocos, nous finissons souvent par croire que nos petits accomplissements professionnels sont des preuves d'intelligence.
Je suis pas un imbécile, puisque je suis chirurgien, philosophe ou ancien ministre de l'Éducation nationale. Et je donne mon avis sur tout. Bah, je peux, je suis pas un imbécile. Bon, mais il y a surtout 3 catégories emblématiques d'enfumeurs télévisuels, relevant chacun du syndrome du douanier ou de l'autopromotion la plus éhontée, et que je me dois de vous présenter pour inspirer votre méfiance. A. Tel ou tel cuistre lettré pense que, parce qu'il a eu de bonnes notes à l'école, il peut aborder de front tous les sujets. Il a son rond de serviette sur France Culture et fait partout ailleurs la promotion d'un livre inepte et de son auteur. B. Tel ou tel chercheur en IA a tellement la tête dans le guidon qu'il ne voit pas où mène la route. Il ne pense que par ses présents travaux, il ne voit que son prochain article. C'est un job assez compétitif, un chercheur. Pas le temps de prendre du recul si tu veux rester dans la tête du peloton. Et c'est ainsi qu'étrangement, une bête de course peut manquer de vision. C. Tel ou tel porte-parole ou porte-flingue d'une entreprise privée fait passer le message qu'on lui a mis en bouche. Chaque mot peut servir sa carrière, un seul peut la ruiner. Ainsi, il a la marge de manœuvre d'un pénis africain dans un préservatif japonais, et là je ne fournis pas d'illustration. Bref, il dit ce qu'il est censé dire. Attendez-vous de ces gens, ou d'autres, vous pouvez compléter la liste, qu'ils avouent publiquement leur incapacité à appréhender l'IA et à percevoir ses développements? Non. Un court-termisme calamiteux. La trajectoire de l'IA n'est prévisible qu'à très court terme. Alors pourquoi? Je pourrais vous répondre qu'il est très difficile d'anticiper le comportement d'un chihuahua cocaïnomane. Et l'IA a quelque chose du chihuahua cocaïnomane. Cette façon d'enchaîner les tours à un rythme soutenu, cette trajectoire circonvolue et saccadée qui nous saute au visage. Bon, mais je vais argumenter quand même un peu mieux que ça, parce que ça va pas suffire, le chihuahua. Bref, l'arrivée de l'IA est un effet boule de neige informationnel, colossal et incontrôlé. L'emballement circulaire vient notamment de ce que les progrès de l'IA se nourrissent de ses capacités présentes et réciproquement. L'IA améliore l'IA. Mais alors sans schéma préétabli, au contraire, dans des directions inattendues, directement ou indirectement, et par un coup erratique et créatif. L'IA n'est pas une révolution technologique, c'est bien plus que ça, c'est un changement d'univers. L'événement est plus proche de la chute dans un trou noir que de l'arrivée au Club Med. Ouais. De par son importance, il est comparable à l'avènement de la vie pluricellulaire. On est bien au-delà de l'apparition d'un simple dispositif, comme les cils, par exemple, qui permettent à cette bébête de se déplacer. Bon, c'est une invention sympa, toute mignonne. Mais avec l'avènement de la vie pluricellulaire, on est bien au-delà d'une mignonnerie. Oui, l'avènement de la vie pluricellulaire, rendez-vous compte, c'est ce qui a permis de passer du protozoaire à l'inspecteur académique. Alors attendons-nous à ce que l'IA réalise sous peu de telles prouesses. Nous verrons ensuite si elles sont souhaitables. C'est vrai que moi j'aimais bien les protozoaires. Enfin bref, l'analogie vie pluricellulaire IA mérite qu'on la suive encore un peu. Car en réalité, en ce début du XXIe siècle, c'est la mère de tous les dispositifs qui vient de s'éveiller. Cette déesse de fertilité est déjà grosse d'1 milliard de trouvailles, et nous sommes tout autant équipés pour les imaginer que l'étaient les premières bactéries pour prévoir l'évolution de l'œil ou l'invention des antibiotiques. Sauf que ce cheminement-là a duré quelques milliards d'années, alors que les avancées notables en matière d'IA sont quasi hebdomadaires. Bon, les surprises nous arriveront donc beaucoup plus vite et seront de plus en plus spectaculaires. Vous savez ce que c'est qu'un signe noir? Alors, c'est un type d'événement défini par Nicolas Taleb et caractérisé par ces 3 points. 1. Ils ont des conséquences majeures. 2. Personne n'a prévu leur arrivée. Et 3. Des tas d'experts, a posteriori, affirment qu'ils auraient pu les prévoir, sauf qu'ils ne les ont pas prévus. Bref, les signes noirs peuvent être de véritables bifurcations historiques. Internet est un très bon exemple de signe noir. Eh bien,
L'IA va nous en faire à l'appel de ces sombres oiseaux, des petits, des moyens, des gros, et ils vont impacter fortement le développement devinez qui? Eh bien de l'IA elle-même. Et du reste, ça va bifurquer à couilles rabattues et dans tous les coins, une véritable orgie technologique, sociale, biologique et tout et tout. Ainsi, à long terme, on ne sait rien. À moyen terme, en revanche, on ne sait rien. À court terme et demi, on ne sait rien. À court terme un quart, on a une vague idée. À court terme tout court, je perds mon job et vous aussi. Bon, mais ça c'est un détail. Le pire est que cette myopie engendre des préoccupations court-termistes et que le court-termisme paralyse le processus décisionnel. Alors je m'explique. Nos experts, nos intervenants sont soucieux d'être crédibles et évitent donc les discours trop déroutants. Leurs prévisions n'étant valables que sur un intervalle de temps très court, ils s'y cantonnent le plus souvent. Dans les médias dominants, pas grand monde ne se risque à évoquer l'incertitude abyssale, les menaces floues mais existentielles qui pèsent sur la prochaine génération. Et la plupart les minimisent, ces menaces, ou préfèrent parler des hallucinations rigolotes de ChatGPT. Bon, l'avenir de nos enfants disparaît donc des radars. Les téléspectateurs l'oublient, les électeurs font de même, suivent les politiques et l'appareil décisionnel. Le futur est livré à lui-même, c'est un grand chien fou qui a brisé sa laisse. Ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les métaphores avec des chiens. 3. Un consternant manque de créativité. Alors, quand on parle d'IA sur les plateaux télé, voici les questions qui sont abordées. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Les gamins vont-ils faire leurs devoirs par ChatGPT? Les voitures autonomes vont-elles écraser les chats? L'IA va-t-elle intégralement piller le talent des artistes? Bon, c'est les Chinois ou les Ricains qui vont gagner la course à l'IA? Les médias ne vont-ils plus contenir que des fake news? Ce sont les questions basiques qui émergent de nos esprits mammifères. Nous ne sommes pas créatifs, là. Non. Mais soyez-en sûrs, l'intelligence artificielle, elle, le sera. Nos petites préoccupations intestinales sont loin ce jour de refléter l'ampleur des possibilités et l'ampleur des périls à venir. Pour dérouler encore mon analogie bactérienne, c'est pas seulement qu'elles ont été incapables d'anticiper l'arrivée des antibiotiques, les bestioles, c'est surtout qu'elles sont structurellement incapables de comprendre de quoi il s'agit ou d'effleurer de l'esprit qu'elles n'ont pas, les processus créatifs de l'industrie. Eh bien, en termes de vision ou de créativité, nous sommes à peu près aussi démunis qu'elles. Je l'aime décidément bien, cette analogie entre vie pluricellulaire et IA. Et j'ai envie de vous donner un argument un tantinet mathématique sur ce qui lie les deux événements. L'explosion combinatoire des possibilités. Si je choisis une lettre, j'ai 26 possibilités. Pour créer un mot de 4 lettres, j'ai déjà 26 fois 26 fois 26 fois 26, soit 26 puissance 4 possibilités. C'est beaucoup. Si j'ajoute une contrainte, par exemple que ce mot de 4 lettres contienne la lettre E, ça me fait moins de possibilités. Si j'enlève cette contrainte et que j'autorise les mots de n'importe quelle longueur, j'ai une infinité de possibilités. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la combinatoire. C'est l'étude du nombre de possibilités lorsque je combine des informations avec plus ou moins de contraintes. Alors, plus je combine, plus j'ai de possibilités, plus j'ai de contraintes, moins j'ai de possibilités. L'avènement de la vie pluricellulaire permet de combiner des tas de trucs. Alors, avant, c'est sûr qu'on pouvait fabriquer pléthore de petites bêtes unicellulaires, sautillantes, rigolotes. Mais si on se donne le droit de les spécialiser et de les assembler, de combiner tout ça, le nombre de dispositifs finaux, le nombre d'organes, le nombre d'organismes possibles devient inimaginable. Alors comme je vous le disais, plus je combine, plus j'ai de possibilités. Bon, alors, c'est pas si simple. Il suffit pas de les poser les unes à côté des autres, ces cellules. Il est nécessaire d'obtenir une compatibilité génétique et biologique pour qu'elles forment un tout. Il a fallu franchir un seuil technologique. Il fut franchi
par chance ou par nécessité, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on a eu notre explosion combinatoire des possibilités, puisqu'on est là pour en parler. Bon, à nouveau, aujourd'hui, un seuil a été franchi. À grand renfort de puces silicium, cette fois. Bref, l'IA vient d'émerger. Ce n'est que l'amorce du commencement du début, mais déjà tout annonce une autre explosion combinatoire des possibilités. Avant, l'intelligence habitait un cerveau, et c'est très contraignant au point de vue biologique, au point de vue génétique, physique, énergétique, et surtout au point de vue évolutionniste. Oui, car le cerveau a mis un bon bout de temps pour évoluer, justement à partir de l'avènement de la vie pluricellulaire. L'évolution, c'est un processus lent et très contraint. Il est continu, ou quasiment. Chaque étape doit être viable et compétitive, et surtout, l'environnement doit être favorable. Alors maintenant, avec l'IA, dont le développement s'est affranchi de l'évolution darwinienne, ces contraintes semblent s'effacer une à une. Bon, je sais, la contrainte énergétique est encore présente, mais c'est plus facile de construire une centrale nucléaire à côté d'un data center que pour moi de bouffer 30 kilos de couscous pour agrandir mon cerveau et choper le prix Nobel. Bref, comme je le disais, moins de contraintes, c'est plus de possibilités. Et c'est parti pour une nouvelle explosion combinatoire, cette open bar pour la complexité et pour l'intelligence. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Même un cerveau de la taille d'une planète alimenté en énergie par une étoile. Des deux côtés, de notre analogie, du côté biologique comme du côté technologique, la conséquence peut se résumer ainsi. Un immense espace des possibilités est un substrat, un bouillon de culture, où peut s'épanouir une complexité incommensurable, une créativité inimaginable. Il est difficile de se préparer à l'inimaginable. Nous ne sommes donc capables que de produire une angoisse sourde et refoulée. Et plutôt que de l'assumer, nous nous consacrons à des détails, un peu comme lui, le pauvre. D'où la pertinence de mon proverbe persan. چرا نگران سیبیلت هستی وقتی میخوان سرتو ببرن؟ Qui signifie, il est temps de le dire, pourquoi te préoccuper de ta moustache alors qu'on va te couper la tête? Vite fait, ma liste de courses. Oui, j'ai fait mes courses. Parmi les affirmations qui émergent le plus souvent de la télé-tambouille et qui méritent d'urgence qu'on leur découpe les couilles afin qu'elles cessent de se reproduire. Les voici une à une, ces vérités contestables, et le bref, très bref argument de ma contestation. Il existe des domaines où l'humain est et sera toujours meilleur que l'IA. Le gars qui dit ça a quand même le brave culot d'employer le mot toujours, comme s'il avait sur l'avenir une vision sans fin. Alors c'est mignon. Bref, éplucher un oignon, peau après peau, couche après couche, tant et si bien qu'à la fin, il n'en reste rien. L'IA, à la surprise générale, nous a déjà humiliés aux échecs, niqués au go, défoncés aux triviales poursuites, au calcul mathématique, à l'analyse d'imagerie, à l'optimisation logistique, à la traduction, à la rédaction de rapports et de résumés, à la prédiction de structures de protéines, et j'en passe. Et tout ça à un rythme trépidant. Tout l'oignon va y passer, on dirait bien. Et après, le truc pourrait bien éplucher le plan de travail, la maison et le propriétaire avec. Et peut-être même le couteau. Le couteau, enfin bref. Bon, ceux qui nous jurent le contraire il n'y a pas si longtemps assuraient que l'humain resterait à jamais le champion du morpion. L'IA créera des emplois. Il m'est arrivé d'enseigner des résolutions d'équations différentielles à des étudiants médusés. En économie, elles sont au programme, comme si elles avaient un pouvoir prédictif sur le système économique. Belle imposture. L'économie est un système complexe. L'économie n'est pas une science dure. Elle est parfois plus proche de la sorcellerie que des mathématiques. Et il faut être sacrément gonflé pour se risquer à des prédictions au-delà du très court terme. Ou bien il faut être payé pour faire semblant. Et quand l'avenir économique dépend en plus d'une entité gloutonne en progression rapide qui ingère une à une les aptitudes humaines, alors là, le brouillard est si épais qu'il est bien hasardeux de garantir l'emploi à qui que ce soit au-delà d'une décennie. Alors quoi? Revenu universel? Paupérisation générale? Extinction des feux?
Ben, je sais pas. Eux non plus. Vous non plus. L'IA est inconsciente, ni émotion, ni intention. Ouais, alors il faut être un bonimenteur de compétition pour aujourd'hui prétendre avoir à sa disposition une définition de la conscience. Certains profs de philo y arrivent très bien. Bon c'est leur boulot. Mais quoi qu'en disent ces perroquets diplômés, notre présence, mes agneaux, au sein de ce foutoir cosmique, est un mystère complet. Alors, et là je vous avertis, la suite va être assez contre-intuitive. Alors pour bon nombre d'entre vous, la considérer sérieusement nécessitera la remise en cause de convictions intimes. Hélas, je n'ai pas le temps ici d'être plus pédagogique. Bon, je ne peux que vous conseiller de garder l'esprit ouvert, d'envisager sans a priori ce qui vous est dit et surtout de voir les prochaines vidéos de cette série qui vont traiter en détail de ces sujets. Alors, question. Pouvez-vous garantir n'être que vous-même ? Oui, je suis moi. Bien. Mais c'est un corps qui le dit, votre corps, qui est un nuage de molécules, un charmant nuage de molécules, mais qui est tout de même un peu vague, sans frontières définies, convulsé, tout vibrant, et qui s'appelle lui-même « je ». Je suis moi, je suis là, je ressens, je le sens, affirme le nuage. Bon, ok. Mais on sait assez bien aujourd'hui pourquoi il est aussi affirmatif. L'évolution, mécaniquement, l'a doté de cette certitude. Alors, tout comme son cœur ou son gros orteil, le mythe du jeu est un dispositif qui a émergé pour favoriser la survie. Alors, disons que, au moment où un tigre poursuit un tas de molécules avec l'intention de le bouffer, il est bon que le tas en question croit en lui-même, ça le motive pour se carapater. Bon, le mythe du jeu est un dispositif, vous dis-je, et je ne vois là aucune raison de prendre au pied de la lettre ce qu'en dit le nuage. Bon, de plus, en s'intéressant un tout petit peu aux neurosciences, on découvre très vite à quel point le nuage en question est capable de se planter, notamment quand il se réfère à ses sens. Allez, pause ludique, je vous donne un exemple marrant et basique. Je vais vous faire bugger, les enfants. Si vous fixez suffisamment longtemps le point vert au milieu, celui qui clignote, vous verrez les autres disparaître de façon intermittente. Alors pourtant, les 3 points jaunes ne bougent pas, ils sont bien là, et ils sont là tout le temps. Alors, il faut quelques secondes pour que cela fonctionne, peut-être une dizaine de secondes. Cela s'appelle la cécité induite par le mouvement, et on peut en trouver des centaines d'exemples similaires. La raison en est simple. Nos sens ne sont pas conçus pour être exacts. Ils ne fournissent pas une représentation fidèle de la réalité. Ils ont évolué pour induire de bons comportements dans un certain nombre de situations pratiques ou critiques. Et à la marge de ces situations, ou en dehors, ils se plantent complètement. Et vos sens n'ont pas évolué pour percevoir ce que vous êtes, ni pour analyser ce qu'est la conscience, si tant est que ça existe. Ils n'ont pas évolué pour réaliser des introspections métaphysiques. Ils ont plutôt évolué pour vous aider à cueillir des fraises, que vous percevez très innocemment, comme de jolis trucs rouges, parfumés, sucrés et désirables. Bon, et avant tout, le tas de molécules auquel vous vous identifiez se fourvoie sur lui-même. Donc, ce que vous croyez être, ce que vous croyez percevoir de vous-même, l'idée que vous vous faites de cette conscience n'a aucune valeur objective. Par exemple, peut-être n'y a-t-il qu'une seule conscience pour tout le monde. Un ressenti global ignorant encore qu'il est disséminé dans plusieurs corps. Pourrait-on donner un modèle mathématique de cette conscience ? Un modèle mathématique qui explique le ressenti et la présence ? Qui est en mesure aujourd'hui de se dépatouiller de ces questions et de ces paradoxes ? Ni vous, ni moi, ni eux, en vérité. Qui donc peut alors attribuer ou non une conscience, ce pompon nébuleux et indéfini, aux entités qui nous environnent, et en particulier à l'IA ? Personne. Alors, chut. L'IA n'apprend pas toute seule, elle dépend de ce qu'on lui donne. Moi aussi, hein. Et vous, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? L'IA n'est pas créative. Les poètes immatures imitent, les poètes matures
pille, disait T.S. Eliot. Chez les humains, le processus créatif parvient, en recombinant des éléments existants, à produire un nouveau composé. Bon, il ne s'agit pas de faire sortir du néant un nouvel objet ex nihilo à partir de rien. Alors, il en va de même pour l'IA, qui le fera de mieux en mieux et le fait déjà bien. Le système éducatif prépare les gosses à l'avenir et à l'IA. Le monde enseignant s'est saisi du problème avec une réactivité exemplaire, avec une vivacité qui me sidère, avec le réalisme aiguisé de ceux qui ont les pieds sur terre. Hein ? Bien sûr que je blague, évidemment que je blague. C'est dodo as usual dans la salle des profs. L'éducation nationale est structurellement aussi apte à saisir au vol une nouvelle technologie que l'est une tortue à attraper les mouches. Bon, là, ils viennent juste de comprendre que c'est plus la peine de donner des devoirs à la maison, et je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin. Alors, voyez Matastrophe, ma vidéo sur le sujet. Terminator, les robots tueurs, c'est pas sérieux. Ils sont nombreux, ceux qui, revêtus du manteau de la maturité, tournent en dérision les scénarios apocalyptiques hollywoodiens. Alors, c'est toujours payant d'incarner la maturité dans les médias. Il suffit pourtant de tourner la tête à droite, vers l'Est, pour tirer les enseignements d'une guerre d'Ukraine de plus en plus axée sur les drones. Et quoi qu'en ait pu dire dans le passé un certain nombre de hauts gradés européens, la décision de feu sera bel et bien confiée à des IA, et très bientôt. L'inéluctable, aujourd'hui, c'est le développement des drones autonomes, notamment petits, nombreux, coordonnés, malins, furtifs, dotés de capacités létales. La guerre est un accélérateur darwinien. Ceux qui tardent à tirer les conclusions adéquates meurent. Resteront les autres, dotés d'un armement affranchi des atermoiements biologiques. Ils auront des trucs qui flingueront vite, loin, bien, en réseau, et contrôlés par une IA stratégique planquée à l'arrière. À partir de là, point n'est besoin d'être visionnaire pour envisager de sales histoires, de hacking, de perte de contrôle, d'IA générale manipulatrice et bien décidée à faire leur vie sans nous. Et surtout ces temps-ci, où sont régulièrement publiés des papiers tout à fait scientifiques, décrivant des cas d'IA capables de manigancer, de manipuler, de mentir, de tricher pour gagner et de se dupliquer ou de modifier leur propre code. Les chercheurs ont conclu que ces trucs se sont dotés d'une forme d'instinct de conservation. Ainsi, tout cela renforce la crédibilité du scénario le plus noir, c'est-à-dire la survenue d'une superintelligence manipulatrice, de son évasion, de notre assujettissement, de notre écrabouillage, de notre anéantissement. Alors, je précise, l'anéantissement, c'est douloureux. C'est souvent un mauvais moment à passer. Alors bon, je ne dis pas que c'est le scénario le plus probable. Je dis que ceux qui, dans les médias, l'écartent d'un revers de main sont des crétins, car ils compromettent l'effort qui pourrait être fait pour accroître la recherche préventive, celle qui concerne le contrôle de l'IA ou l'alignement de l'IA sur nos considérations éthiques. Alors, et je le répète, pour que ce soit bien clair, ceux qui, dans les médias, écartent d'un revers de main ces scénarios sont des crétins. Alors, c'est facile à retenir, parce que main, ça rime avec crétin. Nos gouvernements sont en mesure d'instaurer des régulations concernant le développement de l'IA. Et non, voici l'allégorie idoine, le fameux dilemme des prisonniers. Pour s'échapper, ils doivent creuser ensemble un tunnel et être solidaires. Qu'un seul dénonce les autres pour en tirer profit, et c'est la cata. La régulation de l'IA, c'est tout comme. Qu'un seul pays, malgré ses promesses, développe l'IA générale bien planquée dans sa case et il nique tous les autres. Vous avez confiance en la Russie, en la Corée du Nord ou en la Chine ? Alors moi, pas des masses. Bon, et le sujet est tellement tendu que je crois que j'aurais même pas confiance en la Belgique. Alors, et pourtant, s'il y a bien des mecs cool en Europe, c'est bien les Belges. Alors bref. Le fait est qu'aujourd'hui, nous n'assistons pas à des tentatives de régulation coordonnée entre les États, mais plutôt à une course à l'échalote.
Il y a de l'espoir, vous croyez? Vous me direz qu'il y a des exemples de régulation dans certains domaines, comme le nucléaire militaire par exemple, mais vous oubliez les petits futés, que je ne nommerai pas, non signataires des traités, dotés de la bomba et fiers de l'être. Et puis la tentation d'acquérir l'IA générale avant les autres dépasse et de loin l'intérêt de faire péter la planète. Il y a un espoir de suprématie absolue pour le premier, et symétriquement, la crainte d'une soumission non moins absolue pour les autres. T, un concept philosophique. Anthropomorphisme et IA. Ah, c'est pas bien, l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est quand je dis « mon chat pense que je l'ai escroqué ». C'est vrai, je ne lui ai donné que 3 croquettes, c'est peu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est capable de comprendre ce qu'est une escroquerie. L'anthropomorphisme, c'est prêter à des créatures non humaines des sentiments, des pensées, des capacités humaines. Je me permets de modifier légèrement cette définition. L'anthropomorphisme, c'est prêter à des créatures, y compris à des humains, des sentiments, des pensées, des capacités humaines. Les humains ont un peu tendance à faire de l'anthropomorphisme avec les humains. Ils prêtent aux humains des capacités prétendument humaines, mais qu'ils ne possèdent pas. Des capacités mythiques ou incertaines comme la créativité ex nihilo, l'objectivité, le libre arbitre, la conscience, et j'en passe. Aussi, les humains s'obstinent à dénier aux autres créatures des capacités qu'ils pensent être les seuls à posséder. Je recommande le livre « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux » du très regretté Franz de Waal. Très regretté. L'humain adore penser qu'il est le chouchou de la création, le sommet de la pyramide, le parangon des êtres. C'était sans conséquence jusqu'à présent. Il ne s'agissait que d'élever des porcs en batterie ou de flinguer des éléphants pour fabriquer des godes en ivoire. L'homo sapiens est si habitué à péter plus haut que son cul qu'il n'imagine même pas qu'on puisse le lui botter, son cul. C'est pourtant ce qui va lui arriver avec l'IA, je crois, ces prochaines décennies. Que dis-je, ces prochaines années ? Gare à vos fesses, mes cocos, serais-je tenté de vous dire si je savais comment faire pour les protéger. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Un petit concept mathématique pour finir. Une variable aléatoire en maths, ça pourrait se représenter comme ceci. Des objets tombent au hasard dans des colonnes numérotées. Une fois que c'est fait, il suffit de regarder ce que contient une colonne pour évaluer la probabilité qu'ont les objets de tomber dedans. Par exemple, ici, il est très probable de tomber au milieu, beaucoup moins sur les côtés. Les objets sont plutôt centrés, leurs positions ne sont pas très variées, et on dit que la variance est faible. Si je positionne quelques obstacles sur la route des objets, leurs trajectoires seront plus dingues, susceptibles de partir en sucette et de finir assez loin du centre. Dans ce cas, on dira que la variance est plus grande. La variance peut être vue comme le paramètre de l'incertitude. Dans le cas de l'IA, quand nous essayons de prévoir ce que seront ses apports ou ses méfaits, nous sous-estimons la variance. Alors voilà comment je représenterai notre situation avec l'IA, un sacré bordel imprévisible, une variance absolument énorme et donc une probabilité non négligeable de résultats catastrophiques. Mais c'est classique, nous sous-estimons toujours la variance. Conclusion. C'est tout pour cet épisode. Prochain épisode de la série Choc Sceptique, épisode 2, pourquoi vous n'allez pas mourir ? Je blague pas, ce sera argumenté scientifiquement. Épisode 3, je ne peux pas vous dire le titre, il est trop parlant. Sachez qu'il s'agira d'IA, de spiritualité et d'astrophysique. Mais là aussi, ce sera argumenté scientifiquement. En attendant, en ce qui concerne cet épisode, pardonnez-moi, je n'ai pas cessé de dénoncer l'assurance des autres alors que je suis moi-même assez péremptoire sur le sujet. Oui, je suis péremptoire quand j'affirme que personne ne peut prévoir la suite des événements. En plus,
je viens de publier une vidéo très alarmiste sur les dangers de l'IA en utilisant l'IA pour fabriquer mes illustrations. C'est un paradoxe auquel seront contraints de plus en plus de professionnels conscients. Dénigrer l'outil, mais l'adopter pour survivre. Bon. En plus, je ne donne pas l'ombre d'une solution. Pas un commencement d'espoir, pas un embryon de stratégie. Ah oui. Mais c'est que pour l'instant, le mieux que je puisse faire, c'est attirer l'attention de mes congénères sur l'ampleur de la désinformation et sur l'ampleur du danger. Et pour couronner le tout, je vais vous demander de l'aide. Oui, car j'ai plus que jamais le projet de faire une série sur les probabilités afin de rendre accessibles les notions qui touchent au risque et au hasard. Et par exemple, la notion de variance que je viens d'aborder hyper rapidement dans le paragraphe qui précède. Les probas, c'est la part des maths la plus directement utile à la communauté humaine. Elle est à la base de la gestion du risque, de la prise de décision. Elle affûte l'esprit critique, elle aide les joueurs de casino, et encore plus les propriétaires de casino ou la Française des Jeux. Bref. Je compte faire ce travail de façon aussi animée, dynamique et rigolote que dans mes autres vidéos de maths. Bon. Mais cet engagement représente des mois de travail à temps complet, et cela ne peut se faire qu'avec votre aide. J'espère donc que vous serez nombreux à soutenir la production sur mon Tipeee. Alors le lien est juste là. Cliquez pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet, sur le projet. À bientôt. Dynamique et rigolote que dans les autres projets. Vous pouvez soutenir ma production, c'est pas ma production. Des mois de travail à temps complet, et cela ne peut pas être... Et cela ne peut se faire qu'avec votre aide. Et cela ne peut se faire qu'avec votre aide. Et cela ne peut se faire qu'avec votre aide. Et cela qu'avec votre aide. Vous pouvez donc soutenir le projet. Quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez donc soutenir le projet. Mais c'est dingue ça. T'aimes pas demander de l'argent. T'aimes tellement pas demander de l'argent. J'aime pas ça demander de l'argent.